Alors Jean-Claude Monod est directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire Pays germanique Archiv Husserl. Il est spécialiste de philosophie allemande et française du XXe siècle, d'anthropologie et de philosophie politique. Il a notamment travaillé sur la notion de sécularisation, sur les rapports entre politique et religion et sur l'articulation entre démocratie et pouvoir, ainsi que sur la philosophie de Hans Blumenberg, dont il sera question aujourd'hui. Parmi ses ouvrages, mentionnons notamment La querelle de la sécularisation, théologie politique et philosophie de l'histoire de Hegel à Blumenberg, chez Vrin en 2002, Hans Blumenberg chez Belin en 2007, ou encore Qu'est-ce qu'un chef en démocratie, politique du charisme au Seuil en 2012, qui a été réédité depuis dans la collection Point, et plus récemment encore L'art de ne pas être trop gouverné au Seuil en 2019. Sa conférence d'aujourd'hui s'intitule Rhétorique, réalité, métaphore, sur quelques enjeux de la métaphorologie de Blumenberg et de sa théorie de l'animal symbolicum. Merci Jean-Claude Monod, c'est à vous, merci. Merci pour l'invitation. Alors, moi, je vais faire une présentation assez générale de trois pôles ou de trois massifs de la réflexion de Blumenberg qui en compte beaucoup. Mais bon, ces trois pôles sont assez centraux. D'une part, c'est ce que j'annonçais dans le titre, la métaphorologie, donc une sorte de discipline qu'il a essayé de fonder, disons. D'autre part, la théorie du mythe. Et enfin, en les reliant l'une et l'autre, d'ailleurs, à ce qu'il a lui-même appelé une approche anthropologique de la rhétorique. Il y a un article de 1971 sur une approche anthropologique de l'actualité de la rhétorique. Et par là, en les reliant à son anthropologie philosophique sur laquelle il a travaillé dans les dernières décennies de sa vie, s'il n'a pas réussi à lui donner une forme achevée, mais c'était aussi, je pense, un projet interminable. Et c'est une anthropologie, comme on va le voir, qui confère effectivement une place centrale. Alors, je ne sais pas si c'est à la fiction, on peut en discuter, mais en tout cas au détour, aux tropes, aux différentes façons indirectes, en sorte, de se rapporter aux choses, à la réalité, et aussi de mettre à distance la réalité. Bon, il y a une référence à la réalité qui va traverser ce que je dis et qui sera un peu problématisée au cours de l'exposé. Alors, ça va me conduire à répéter certaines choses que j'ai déjà écrites, donc si l'un d'entre vous a déjà lu la postface à la traduction française des paradigmes pour une métaphorologie, j'en reprends quand même quelques éléments, et aussi quelques éléments de la petite monographie que j'avais consacrée à Blumenberg chez Belin. Qui je crois est à peu près épuisé et, m'a-t-on dit, assez introuvable, donc peut-être que peu d'entre eux l'ont lu. Mais je vais aussi, bien sûr, effectuer certaines actualisations en fonction de l'argumentaire du séminaire, parce qu'il y a des échos assez directs, donc je pense que, je sais plus, c'est Christian Sommer qui vous a dit que le séminaire appelait Blumenberg, je pense que c'est vrai. Et aussi, je vais intégrer des éléments d'une série d'inédits qui sont parus, qui sont maintenant parus, mais qui ont été tirés du Nachlass de Blumenberg à Marbach. Et bon, il apparaît qu'en fait, Blumenberg avait renoncé à publier un certain nombre de choses. Il fait aussi des petites tensions avec son éditeur, Zurkamp, et donc il y a beaucoup de choses qui sont parues, et aussi donc, des inédits que j'évoquerai, et aussi des travaux sur Blumenberg, notamment il y a eu trois biographies, en fait, deux biographies importantes, de Rüdiger Ziel, et une biographie du jeune Blumenberg par l'historien médiéviste Kurt Flasch. Et aussi la publication de correspondances, un certain nombre de correspondances qui ont été publiées avec Carl Schmitt. Elle est assez courte, mais bon, il y a des choses intéressantes, avec Hans Joas.
avec Jakob Taubes, bon, avec donc des figures intéressantes de la pensée allemande d'après-guerre, disons. Et puis un certain nombre de traductions aussi, je citerai au fil de l'eau. Alors, c'est dans l'argumentaire du séminaire, j'ai relevé cette formule sur la propension qu'ont les êtres humains à se raconter des histoires, propension qu'ont les êtres humains à se raconter des histoires, c'est-à-dire à affabuler en même temps qu'ils perçoivent et décrivent ce qu'ils nomment réalité. C'est une formule de l'argumentaire, on a dû le décrire. Et c'est quelque chose qui fait assez directement écho à certains passages, notamment du gros livre sur le mythe de Blumenberg, qui malheureusement n'est pas traduit, mais Arbeit am Mythos, qui interroge la fonction du mythe comme effectivement une façon de se raconter des histoires sur le monde, la réalité. Et donc je cite un passage qui est assez fameux du livre. Toute confiance envers le monde commence avec les noms. Toute confiance envers le monde commence avec les noms à propos desquels on peut raconter des histoires. Littéralement, toute confiance envers le monde commence avec les noms à propos desquels on peut raconter des histoires. Des histoires sont racontées pour faire passer quelque chose, c'est Vertreiben, pour faire passer quelque chose. Dans les cas les plus bénins, mais non les moins importants, le temps, pour faire passer le temps. Les histoires sont racontées pour faire passer quelque chose, dans les cas les plus bénins, le temps, sinon, et plus gravement, la peur. Ce sont deux citations, de Arbeit am Mythos, page 41 et page 40, et qui renvoient donc à une sorte de théorie à la fois du mythe, mais on va voir plus généralement, hein, de toutes sortes de techniques de mise à distance de la réalité. Il me semble qu'en fait, à l'arrière-plan de cette réflexion, de cette anthropologie de Blumenberg, il y a une hypothèse qui provient de deux des auteurs qu'il cite le plus, en fait. Finalement, à part, on verra. Il y a tout un travail de Blumenberg à partir de la phénoménologie de Husserl, il y a tout un travail aussi à partir de l'anthropologie philosophique allemande, j'y viendrai, mais il y a aussi deux sources importantes qui sont Freud et Nietzsche. Et Freud et Nietzsche fournissent certaines hypothèses, je dirais. De toute façon, Blumenberg définit la philosophie comme une discipline de l'hypothèse, une discipline qui ne présente pas vraiment des thèses, mais plutôt des hypothèses. L'hypothèse et spéculation anthropologique et théorique, dont il n'est pas toujours évident de savoir dans quelle mesure il les reprend complètement à son compte, mais en tout cas qui lui servent à explorer les choses. Et puis, comme on le verra, en fait, Freud et Nietzsche sont aussi, c'est à la fois des gens qui lui fournissent des hypothèses, des auteurs qui fournissent des hypothèses, et ce sont aussi des objets textuels, si je puis dire, des documents. Il y a toujours ce double statut. Des documents où l'on peut trouver des usages très significatifs de métaphores et aussi des interprétations de mythes. Donc ce sont aussi voilà, des témoins textuels de transformation de métaphores et de mythes, de réception tardive du mythe. Et sans doute aussi des témoins de certaines tensions et crises de la pensée moderne, notamment d'une interrogation sur le désir de connaître, même le désir de vérité, et la question de savoir jusqu'où il faut, en quelque sorte, l'absolutiser. En fait, ça, je pense, c'est un des thèmes en un sens commun, selon des modalités différentes, hein, mais à Freud et à Nietzsche, tel que Blumenberg les lit. Alors, je n'explorerai pas trop sur Freud, mais j'avais fait un petit article sur la Wissenstrieb, la pulsion de savoir chez Freud, et la façon dont Blumenberg lit en particulier l'analyse par Freud de Léonard de Vinci. Vous savez, le texte de Freud sur Léonard de Vinci, une espèce d'autoportrait aussi, d'une tension entre la connaissance
Et l'art, chez Vinci, est au fond d'une tension chez Freud entre la connaissance et la visée thérapeutique de la psychanalyse. Mais ça, je ne vais pas tellement y revenir. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc ces deux auteurs qui, alors là, il y a une parution récente en allemand, et puis on l'a fait paraître au Seuil en traduction française, qui s'appelle Die Nackte Wahrheit, donc la vérité nue, qui est une métaphore, qui est un livre entier sur une métaphore en fait, hein, celle de la vérité nue. Et le chapitre 1 est sur Nietzsche, le chapitre 2 sur Freud. Et donc voilà, je vais suivre un peu ce fil au début, en tout cas, ce rapport à Nietzsche et Freud, qui au fond ont peut-être une hypothèse en commun, une thèse pour Blumenberg, qui est celle du caractère insupportable de la réalité nue, il faut de la simple réalité, ou de ce que Blumenberg, c'est un peu différent, appelle dans Arbeit am Mythos l'absolutisme de la réalité. Absolutisme au sens de quelque chose qui est complètement sans lien et complètement indifférent. C'est l'idée de l'indifférence complète de la réalité vis-à-vis des souhaits ou des désirs humains. Et donc c'est un concept de réalité, parce qu'on va voir que Blumenberg a essayé de distinguer différents concepts de réalité, de les distinguer à la fois historiquement et analytiquement, je dirais. Et il y a un concept, et il dit un concept de réalité, c'est toujours un concept de contraste. Un concept de contraste, il faut voir avec quoi ça contraste. Et donc ici, le contraste, c'est celui de Freud entre principe de réalité et donc entre le souhait, le désir et la réalité. Ou entre le principe de réalité et le principe de plaisir. La réalité ici, c'est ce qui résiste au souhait, au désir. C'est ce qui ne se plie pas au souhait. Et en un sens, donc, c'est quelque chose qui est présent donc, dans Arbeit am Mythos, comme ce à quoi réagit le mythe, c'est-à-dire le mythe, c'est une sorte de construction, d'affabulation peut-être, visant à arracher la réalité à son indifférence et à ce qu'il appelle aussi l'indifférence de l'espace et du temps, à ce qui advient en eux. Donc, l'opération ici du mythe, ça consiste, alors ça apparaissait dans cette citation, à donner déjà des noms, à donner des noms, bien sûr des noms de Dieu au pluriel, et des noms aussi sans doute de lieux, à partir et à accoler des récits à des lieux, des récits étiologiques ou toponymiques à des lieux, en attachant aussi des dieux à des lieux, etc. Donc tout ça, c'est une manière, évidemment, de peupler la réalité. Ou alors c'est une formule qui donne son nom à un des chapitres d'Arbeit am Mythos, c'est une formule que Blumenberg emprunte à Franz Rosenzweig, l'irruption du nom dans le chaos de l'innommé. L'irruption du nom dans le chaos de l'innommé, c'est une façon donc d'arracher justement la réalité à son anonymat et à son indifférence. Alors, en fait, Blumenberg s'appuie non seulement sur ce concept de réalité, comme ce qui est indifférent à nos souhaits, mais en fait s'approprie toute une conceptualité freudienne dans Arbeit am Mythos, à commencer d'ailleurs par cette notion même de Arbeit, de travail sur le mythe ou travail du mythe, travail au mythe, travail déplacé par Blumenberg à partir de la notion freudienne de travail de deuil, travail du rêve, c'est-à-dire travail inconscient à partir d'images, à partir aussi d'événements, de pertes, etc. Et qui connaît des phases aussi, qui connaît une phase primaire, une phase secondaire, qui permet aussi d'éloigner éventuellement, ça c'est plutôt pour le travail de deuil, d'éloigner l'événement traumatique par exemple, d'éloigner ce qui inspire peur ou terreur ou
donc c'est l'opération du mythe qui est pensée ici comme voilà, une sorte de travail qui permet de mettre à distance des aspects négatifs ou effrayants en les travaillant et éventuellement en recueillant quelque chose de ce qu'ils ont d'ailleurs d'effrayant, mais en élaborant à partir de ce qu'ils ont aussi d'effrayant. Alors c'était une polarité qui était suggérée, comme je disais à David tout à l'heure, je pense qu'on peut toujours aborder Blumenberg à partir d'auteurs antérieurs et aussi à partir d'un certain contexte de discussion dans des groupes, parce que Blumenberg participait à des groupes, notamment ici le groupe Poétique und Hermeneutik qu'il a cofondé avec Gauss, le grand théoricien de la réception littéraire. Ils ont fondé ce groupe et ils organisaient chaque année enfin peut-être pas chaque année, mais régulièrement des colloques. Et ici, il y avait ce thème Terror und Spiel, la terreur et le jeu. Et la question de penser le mythe entre la terreur et le jeu. Et ce à quoi se prête donc Blumenberg dans un des articles séminaux sur le mythe, Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotenzial des Mythos, donc le concept de réalité et le potentiel d'action du mythe, le potentiel d'effet du mythe. C'est un article qui a été traduit en français sous forme de livre, sous le titre La raison du mythe, parce que Gallimard, je pense, a eu peur de traduire de traduire Arbeit am Mythos, qui est un livre qui fait 600 pages, et donc ils ont préféré traduire un article qui en fait 60, et qui contient effectivement quelques-unes des hypothèses de départ même. Et donc il s'agit effectivement de montrer comment le mythe est une sorte de travail de mise à distance de ce que Blumenberg appelle la terreur ou l'angoisse, en introduisant du jeu, en introduisant ce qu'il appelle, c'est un chapitre, le partage, la division des puissances, introduire une sorte de division des puissances. Alors il y a un jeu, vous voyez, sur un peu un vocabulaire politique, il y a l'absolutisme, et puis on divise l'absolutisme, on introduit des puissances. On fait donc un peu comme chez Montesquieu, il y a un partage des pouvoirs qui fait que le pouvoir va être divisé, et donc on va pouvoir justement avoir moins peur du pouvoir en le divisant. Et ce partage, ça consiste justement à peupler l'univers de Dieu au pluriel. Donc les dieux, ça peut faire peur, les dieux, mais ça fait moins peur que la terreur nue, forte et anonyme. Et on va pouvoir jouer un dieu contre l'autre, au fond. C'est un peu la fonction du mythe grec, ce qu'on voit très bien dans le mythe grec, c'est que les dieux sont en rivalité, et puis les peuples ou les individus peuvent aussi jouer un dieu contre l'autre, prier un dieu, s'allier un dieu, et infléchir les éléments. Infléchir, évidemment, s'il y a un dieu de la pluie, c'est plus facile de l'infléchir que d'infléchir la pluie. Donc le fait de personnaliser aussi sur les éléments est une façon d'avoir prise, et donc d'arracher la réalité à son côté sans prise, à son absoluité. Et il y a cette phrase très fameuse d'Arbeit am Mythos sur le fait que la terreur a été déjà dépassée, la terreur qui a accédé au langage a déjà été dépassée. Donc le fait d'accéder au langage et de nommer, de cette opération de nomination, est déjà une esthétisation. Et cette esthétisation, elle va se poursuivre tout au long de la réception du mythe, jusqu'à oubli même de la source du travail du mythe dans la terreur. Alors, il y a une très belle image que donne Blumenberg, c'est ce tableau de la naissance de Vénus, de Botticelli, où en fait on oublie, le spectateur de ce tableau, c'est cette femme magnifique qui sort des flots, etc. Et l'arrière-plan de terreur a été oublié, c'est-à-dire le fait qu'elle naît en fait de la castration de l'organe jeté à la mer, qui était donc l'arrière-plan de terreur est complètement oublié. Et ça, c'est l'opération achevée du mythe. On a oublié d'où ça vient. C'est le beau qui surgit d'un arrière-plan de terreur qui est oublié.
Alors, donc, il y a cette dimension de savoir comment on compose avec quelque chose d'indifférent, d'extérieur à nos souhaits, d'anonyme. Donc par quelle forme de déplacement, d'investissement imaginaire, on négocie un peu un certain rapport entre connaissance et illusion. Peut-être on trouve des choses à raconter sur ce qui est. Mais en même temps, cette question, ça c'est une question générale et c'est une opération générale, peut-être une opération anthropologique, c'est-à-dire il y a l'idée que c'est une thèse, ou une hypothèse anthropologique de Blumenberg, c'est que l'humanité développe des formes de mise à distance de la réalité, des illusions aussi, qui lui permettent de supporter la réalité. Mais évidemment, ça prend des formes historiques très variées, et c'est une anthropologie, on peut dire, qui est historique de part en part. Alors il y a tout un problème que Blumenberg aborde, et qui est abordé aussi par d'autres auteurs du même moment, et aussi dans des textes sur Blumenberg, comme ceux de Dodo Marquardt, par exemple, sur le rapport entre histoire et anthropologie, philosophie de l'histoire. Et Blumenberg a pu revendiquer aussi une étiquette infamante, dit-il, l'étiquette infamante d'historiciste. Donc il dit qu'il est historiciste, mais en même temps il fait une anthropologie. Une anthropologie qui va donc faire varier ces opérations, et notamment faire varier le rapport mythe-science, faire varier... donc il y a ce concept freudien de travail, etc., mais il y a aussi le concept, au fond, de destin de pulsion. La pulsion de savoir a un destin, comme chez Freud, mais bon, Freud en parle plutôt individuellement. Mais Blumenberg essaye d'étudier presque le destin de la pulsion de connaissance au plan historique de l'humanité. Et comment elle se transforme entre le mythe, la science, etc. Et comment le soupçon de non-sens qui affecte la connaissance elle-même évolue au cours de son histoire. Et au fond, comment est-ce qu'il résout peut-être cette tension entre histoire et anthropologie, un peu comme le fait l'anthropologie philosophique allemande du XXe siècle, de manière générale, puisque, alors bon, ça, le livre, c'est aussi un gros livre posthume de Blumenberg, Beschreibung des Menschen, Description de l'homme, qui est vraiment un de ses livres les plus importants maintenant, mais où Blumenberg déclare qu'au fond, l'anthropologie philosophique du XXe siècle, elle a son départ, et j'en viens maintenant un peu à Nietzsche, en fait, elle a son départ dans un mot de Nietzsche, repris par Max Scheler, qui est que l'homme est l'animal non fixé, l'être non fixé. Donc c'est une anthropologie non substantialiste, ou non essentialiste. C'est-à-dire on ne se donne pas d'avance une définition de l'homme ou un être de l'homme. On considère que l'homme n'est pas fixé. Et donc on prend en considération toutes les variantes historiques, les variations historiques, et peut-être on dégage des noyaux eidétiques. Bon, après, il y a la question d'un usage éventuellement de la phénoménologie pour une anthropologie. Mais c'est une anthropologie qui ne se pose pas en contradiction avec l'histoire, puisqu'elle considère que la variabilité historique est tout à fait, pour le coup, essentielle à une anthropologie. Alors Nietzsche a une autre raison d'occuper un tel espace chez Blumenberg, c'est son rapport au mythe, hein, puisque donc dans l'article que je citais tout à l'heure, Blumenberg note ceci à propos de Nietzsche: l'affinité de Nietzsche avec le mythe vient du fait que la norme de la vérité lui est devenue problématique. L'affinité de Nietzsche avec le mythe vient du fait que la norme de la vérité lui est devenue problématique. Les poètes mentent, le mot se voit réhabilité par Nietzsche. Donc, c'est cette question, une sorte de reconsidération du rapport entre le vrai et le faux, et éventuellement une vertu du faux, une vertu du mensonge poétique, qui, alors là, il faudrait suivre comment, effectivement, Blumenberg aborde ça à partir des métaphores qu'utilise Nietzsche, notamment dans La vérité nue, par exemple, où on voit un certain nombre de variations de Nietzsche sur ce thème d'une vérité qui serait
recherchée en tant qu'elle est voilée, mais en fait, il vaut mieux qu'elle reste voilée. Donc, c'est voilà, l'idée que, en fait, la volonté de dévoilement se leurre sur elle-même lorsqu'elle croit qu'elle aspire à un dévoilement total, à la vérité nue, alors qu'en fait, la vérité nue déçoit. Donc il faut que la vérité reste voilée. Donc il y a cette critique évidemment du dévoilement et de l'illusion même sur soi du dévoilement. Et donc ça, il essaye de le montrer voilà, à partir de différents textes sur le mauvais goût de la recherche de la volonté à tout prix, etc., que Nietzsche utilise. Mais pour en rester au mythe pour l'instant, c'est aussi évidemment ce qui fait que le mythe se voit aussi en un sens réhabilité par Nietzsche en s'opposant à cet autre. Alors il y a beaucoup d'absolutisme chez Blumenberg, et donc il y a l'absolutisme de la vérité et il y a l'absolutisme de la vérité. Et donc il faut aussi que le mythe s'oppose à l'absolutisme de la vérité, ou du moins c'est un usage peut-être philosophique du mythe qui consiste à y trouver un recours contre Platon, à rejouer une espèce d'opposition entre Platon et le beau mensonge ou le jeu, en rapprochant cette fois le mythe de la poésie, et en opposant aussi le mythe aux décisions absolues, au dogme. Bon, alors ça, c'est une chose qui était très discutée dans Poétique ou Herméneutique, c'est dans quelle mesure on peut opposer mythe et dogme. Est-ce que c'est pas méconnaître en fait une certaine rigidité du mythe en Grèce? Ça porte surtout sur la Grèce, mais après il y a des spécialistes de l'Égypte et que ça. De manière générale, donc, Blumenberg essaye de se dégager de ce qui tient pour ce qui présente comme un morceau de désinformation classique. C'est une vision évolutionniste du rapport entre mythe et raison. C'est un titre d'un néo-kantien, Nestle, qui était mythos zum logos, donc du mythos au logos. Opposition tardive et funeste, estime Blumenberg, qui veut montrer plutôt, d'une part, que le mythe est déjà une forme de rationalité. En fait, il y a une forme de rationalité à l'œuvre dans le mythe. Parce qu'en fait, c'est une opération rationnelle que de mettre, justement, de travailler à mettre à distance la surpuissance, une sorte de surpuissance anonyme. Et d'autre part, c'est un des thèmes d'Arboretum Mythos, toutes les tentatives pour mettre fin au mythe ont échoué, et sont elles-mêmes, en fait, ont été échouées parce qu'elles donnent lieu à un mythe de la fin du mythe. Alors, le mythe de la fin du mythe, en général, c'est Prométhée. C'est Prométhée. C'est pour ça que Prométhée occupe une telle place dans le livre, y compris chez Marx ou chez des auteurs qui ont l'air de vouloir se dégager complètement d'une forme de pensée archaïque, mythique, etc. Et qu'est-ce qui surgit? C'est toujours Prométhée pour qualifier cette opération. Donc c'est la figure mythique de la fin du mythe. Alors, on pourrait se demander par rapport au thème du séminaire, dans quelle mesure ces réflexions d'Arboretum Mythos entrent en consonance avec l'idée d'une performativité des fictions. Et je pense qu'on voit que Blumenberg, effectivement, approche le mythe par ses effets de mise à distance, donc, et de transformation, notamment transformation d'une angoisse indéterminée, éventuellement en peur, plus déterminée qu'un jeu sur la transformation de l'angoisse en peur, donc qui est toute une question qu'on trouve en psychanalyse, mais aussi en un sens dans un certain siège de Heidegger. Il y a la question donc de l'esthétisation comme façon de rendre le réel habitable. Ça. Et puis, il y a quelque chose qu'examine assez longuement Blumenberg, d'ailleurs plutôt dans le livre sur la métaphorologie, je vais y venir un instant, qui est le mythe forgé. Alors,
il y a un peu des choses différentes. Il y a les mythes qui ont un cachet, dit-il, divin, qui sont inscrits vraiment dans une tradition anonyme. Et puis il y a des mythes qui sont presque forgés, notamment par des philosophes. Et donc ça, c'est toute la question des mythes platoniciens qui intéresse beaucoup Blumenberg, parce que, en fait, pourquoi il n'y a pas non plus d'opposition entre mythe et logos? Parce que, bon, chez Platon, notamment, à commencer par Platon, il y a un usage du mythe, du mythos. Et il y a toute une série de paradigmes chez Blumenberg d'usage du mythe, déjà chez Platon, à des fins de conviction d'un auditeur qui n'a pas été convaincu logiquement. Si l'auditeur n'a pas été convaincu logiquement, on va lui faire une autre façon de lui parler, notamment aussi pour essayer de faire en sorte qu'il ait une action morale, disons juste, et c'est bien sûr tout ce qui est le mythe des enfers, le mythe d'air, etc., et dans le Gorgias, etc. Et puis, il y a aussi donc, voilà, le mythe comme instrument d'exploration de réalité qui ne se laisse pas vraiment conceptualiser. Et là, c'est là où ça, évidemment, ça fait lien avec la métaphore qui, pour Blumenberg, est un instrument de langagier qui permet une exploration de zones indéterminées ou de zones qu'on n'arrive pas vraiment à conceptualiser, ou du moins c'est la première orientation de la métaphorologie, c'est tout ce qui fait que la philosophie, qui est orientée pas mal vers la philosophie, comment la philosophie utilise des métaphores pour justement des états d'agrégat, comme il dit, de la signification, des choses qui ne sont pas vraiment encore déterminées, donc tout est un travail qui entoure la signification quand elle est encore mouvante. Et puis, en fait, après, même déjà dans les paradigmes comme la métaphorologie, Blumenberg distingue un autre versant qui est plutôt la métaphore en tant qu'elle vise quelque chose qui dépasse la conceptualité, ou qui, en tout cas, est hors concept, de ce qu'il appelle Unbegrifflichkeit. Donc, la métaphore ouvre aussi vers une théorie de l'inconceptuabilité ou de l'inconceptuel. Et ça, c'est ce qu'il appelle les métaphores absolues. C'est-à-dire la métaphore qui permet un discours sur des choses qui ne se prêtent pas à une connaissance scientifique et peut-être même pas une détermination conceptuelle stricte. Alors, je vais en donner quelques exemples, hein, mais donc il y a un peu ces deux orientations. Donc, je dis maintenant quelques mots de la métaphore et de la métaphorologie. Là aussi, ça vise à récuser d'abord peut-être une conception du langage, et notamment du langage philosophique, comme orienté uniquement vers l'univocité et vers ce que Blumenberg appelle dans les paradigmes un accomplissement de la terminologie, un état final de la terminologie ou du discours philosophique en particulier, dans lequel celui-ci serait purement conceptuel au sens strict, entre guillemets, c'est-à-dire tout peut être défini et donc tout doit aussi être défini. Donc c'est vraiment l'idée de la détermination conceptuelle, de la définition. Tout peut être défini, tout doit être défini, il n'y a plus rien de logiquement provisoire. Alors c'est ce que Blumenberg réfère plus ou moins à ce qu'il appelle la préférence cartésienne pour l'univocité, tout en notant évidemment que Descartes lui-même use de métaphores, et notamment la métaphore de la refondation sur des piliers nouveaux de la vieille ville médiévale proliférante. Donc il y a toute une métaphore urbaine dans le discours de la méthode de Descartes, qui est qu'on va rationaliser un peu cette vieille ville pourrissante en donnant des nouveaux fondements fermes. Donc, il y a toute une métaphorique en fait. Mais il y a quand même aussi une orientation vers un état final de la connaissance qui doit être évidemment clair et distinct. Et donc un idéal de la mathésis universalis que Blumenberg a aussi détaillé dans son autre grand livre qui est La légitimité des temps modernes, bien sûr, il y a tout un travail sur les temps modernes, la philosophie des temps modernes commençant, où il rappelle qu'en fait, pour Descartes, la mathésis
pouvoir être atteint en une génération. Donc, ce n'était pas un horizon très très lointain, c'était quelque chose de pouvoir atteindre un état final de la connaissance quasiment. Mais évidemment, Descartes fait aussi place au provisoire, c'est-à-dire ce qui nous sépare de cet état. De même qu'il y a une morale provisoire, il y a un langage provisoire. Il y a un langage provisoire avant d'atteindre cet état final de la terminologie. Et au fond, la métaphorologie dit, bon, ben, en fait, cet état provisoire, il a duré jusqu'à présent, on n'a pas atteint la maladie universelle, et donc la philosophie, presque pour s'objectiver elle-même, d'ailleurs, doit revenir sur son langage pour voir le rôle qui a joué et qui joue des métaphores. Quel rôle porteur de signification, d'élucidation, de stabilisation, de précision aussi, parce que les métaphores ne sont pas du tout opposées au concept, en ce sens, effectivement, ça va de précision de la signification. Même si celle-ci se mesure à une sorte d'idéalité régulatrice du pur logos, dit-il. Alors bon, là, il y aurait le rapport à Kant qui est très important aussi chez Bloomberg, mais je ne vais pas du tout l'explorer parce que ça partirait dans un autre grand sujet. Mais bon, on peut dire que la métaphorologie, d'un côté, donc, explore l'histoire des métaphores dans le discours philosophique, avec ce que Bloomberg appelle des coupes transversales et longitudinales, c'est-à-dire on suit les transformations de métaphores dans l'histoire du discours philosophique, et puis on suit aussi des métaphores au sein du discours d'un auteur, par exemple, ou à une même époque. Donc ça permet deux choses. D'une part, ça permet d'appréhender ce qu'il appelle des transformations dans les horizons de sens, qui éventuellement ne se laissent pas voir si on s'en tient aux définitions. Il dit par exemple la définition d'un concept, elle est relativement, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, si vous prenez les définitions de la vérité, il n'y en a pas 50 000 en philosophie, il y a l'adéquation, il y a le dévoilement, enfin je ne sais pas, on peut en faire. Par contre, les métaphores utilisées pour décrire la vérité nue, le dévoilement de la vérité fil du temps, la vérité, là, et on peut faire une histoire beaucoup plus sensible en fait aux variations, à la fois aux variations historiques et à ce qu'un auteur impose comme torsion dans l'idée de vérité. Si on regarde la façon dont il utilise une métaphore qui est en elle-même un topos, par exemple la vérité nue, c'est un topos, mais voilà, on peut voir ce que Nietzsche en fait. Et là, on peut comprendre quelque chose aussi de Nietzsche, à travers l'usage, la torsion qu'il impose au topos de la vérité. Ou bien on peut voir ce qui change, par exemple, entre la Renaissance et la Aufklärung dans le rapport à la vérité aussi, par exemple, la connaissance, dans la façon dont est utilisée la métaphore du lever de soleil ou la métaphore de la lumière. Parce que, bon, je ne vais pas déployer, parce qu'à chaque fois il faudrait nommer, mais il y a en fait à l'arrière-plan, la Renaissance, il y a encore une sorte de mouvement périodique du soleil, alors que la Aufklärung déploie une idée de la lumière, quelque chose qui s'étend sur le monde, qui chasse l'obscurité. Et ça n'est pas présent par exemple chez Giordano Bruno, on n'a pas cette idée là. Donc c'est des choses où après on peut, vous voyez, de manière assez fine, repérer des différences historiques dans l'usage d'apparemment une même métaphore ou d'un même trope ou d'une même... et alors c'est encore plus vrai peut-être dans les transformations du mythe. Si on suit le mythe de Prométhée depuis, je sais pas, Platon ou même la mythologie grecque, etc., jusqu'à Nietzsche justement, jusqu'à Marx, jusqu'à comment le mythe, ce qu'il n'appelle pas le mythème, mais là, même s'il y a une référence à Lévi-Strauss dans Arbeit Mythos, mais comment effectivement ces transformations du mythe, comment la réception du mythe permet aussi de relire l'histoire, une sorte de la philosophie et de la pensée en général. Donc voilà, il y a cette évolution de la métaphorologie aussi à laquelle j'ai fait allusion, qui est que d'abord Bloomberg la présente comme une discipline auxiliaire de l'histoire des concepts, comme il dit Hilfsdisziplin, une discipline aussi auxiliaire de l'histoire des concepts. Et ça, c'est parce que ça a commencé comme ça, en fait, la métaphorologie, c'était un programme de recherche quasiment. C'était pas une bourse Marie Curie, mais presque. Il l'a présenté devant une commission, où il y avait Gadamer, etc. Bon, et c'était lié à un
projet de réécriture d'un grand dictionnaire des concepts, Eisler, le grand dictionnaire des concepts, qui paraissait un peu vieillot, parce que très axé justement très sur la science et assez positiviste, disons. Et donc, dans les années 50-60, il y avait un mouvement pour réécrire ce dictionnaire, en y intégrant aussi tout ce qui était un peu Kulturwissenschaftlich, donc tout ce qui était histoire de la culture au sens plus large, en débordant un peu la philosophie. Et Blumenberg est pris dans ce mouvement et donc dit oui, ben en fait, pour faire une histoire plus riche, une Begriffsgeschichte plus riche, une histoire des concepts plus riche, il faut y adjoindre une histoire des concepts. Et en fait, ça n'a pas été intégré d'ailleurs. Ils n'ont pas voulu. Donc, le dictionnaire de Joachim Ritter, oui, tout ça, pardon, j'ai pas dit, ça prenait place dans un projet aussi dans la revue qui s'appelait Archiv für Begriffsgeschichte, les archives pour une histoire des concepts, dirigé par Rothacker, qui lui-même avait ce projet, en fait. Rothacker est un personnage assez important, pas très connu, mais à qui Blumenberg emprunte le concept, le principe de Bedeutsamkeit, de significativité, mais je ne peux pas m'attarder là-dessus. Mais donc, il y avait ce projet de réécrire un peu l'histoire des concepts en y intégrant les métaphores, qui a été finalement rejeté, notamment par Joachim Ritter, quand il a dirigé l'Historisches Wörterbuch. Et parce qu'il a dit que c'était pas au point la métaphorologie, et qu'on se livrerait une sorte d'improvisation, ça a beaucoup vexé Blumenberg. Mais bon, peu importe. Mais donc au départ, c'était une discipline auxiliaire d'histoire des concepts, et puis après il dit non, en fait, c'est plus que ça la métaphorologie, parce qu'il faut réorienter aussi vers le rapport de motivation des métaphores par rapport à leur base dans le Lebenswelt, dans le monde de la vie. Donc ce qui va nous intéresser, c'est pas seulement métaphores et concepts, c'est à quoi servent les métaphores aussi pour explorer non pas simplement le discours philosophique ou scientifique, parce qu'il y a tout un intérêt de Blumenberg pour le rôle de la métaphore dans l'histoire des sciences, et notamment dans la réception de la révolution copernicienne. Ça, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est gros intérêt, c'est comment la révolution copernicienne a été elle-même métaphorisée, la métaphorisation de la cosmologie, et aussi de la révolution elle-même, de la révolution scientifique elle-même. Bon. Mais, donc ça c'est un aspect, mais il y a l'autre aspect qui est comment la métaphore a un rôle d'orientation dans l'univers imprécis, par essence. C'est le thème husserlien de l'imprécision essentielle du monde de la vie. Et là, la métaphore a un rôle absolument essentiel d'orientation, un rôle pragmatique d'orientation, de description à la hauteur de l'imprécision. Dans le sens où c'est un enjeu de savoir comment décrire vraiment ce qui est imprécis. Et en fait, la métaphore est irremplaçable pour décrire avec précision ce qui est imprécis. C'est assez soutenable. Et donc, voilà, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est cette dimension qui devient centrale aussi dans la théorie der Unbegrifflichkeit. Et dans l'Ausblick, donc un article qu'écrit Blumenberg, aperçu vers une théorie de l'inconceptualité qui témoigne de ce changement d'orientation de la métaphorologie. Et qui explore aussi, développe ce thème de la métaphore absolue. Bon, je dis juste quelques mots, mais la métaphore absolue, bon, d'une part, elle permet de donner un cadre presque au discours métaphysique et même scientifique. Par exemple, bon, la caractérisation du monde comme cité, comme ordre politique, comme ordre, comme théâtre, etc. De là, on peut tirer l'idée de la constitution du monde, des lois du monde. Donc il y a une métaphorique à l'arrière-plan de la métaphysique et peut-être de l'entreprise de connaissance elle-même. C'est l'idée dans le programme de lisibilité du monde. S'adosse en fait à une métaphore justement du monde comme livre. Donc il y a des métaphores qui sont à l'arrière-plan de la métaphysique et qui donnent accès à la totalité, qui donnent un accès à la totalité, accès auquel le concept ne donne pas, que l'on n'a pas à travers le concept. Et on voit ici comment ça complète un peu la théorie kantienne de la connaissance. C'est-à-dire il y a des choses qui excèdent la connaissance objective, mais qui en sont les conditions. Et en
fait, la métaphore, ça permet de créer des conditions pour la connaissance, des conditions non objectives, des conditions de donner un cadre et une orientation. Et après, il y a un discours qui se développe sur un mode plus conceptuel et plus objectivant dans ce cadre. Et puis, il y a une autre fonction de la métaphore absolue qui est, et donc il y a toujours un peu cette dimension chez Lumière, faire une typologie ou des paradigmes, dégager des paradigmes, qui est d'induire une certaine attitude, d'avoir une fonction pragmatique ou d'induire une attitude. Et alors, ce qui intéresse beaucoup ici, par exemple, alors c'est plutôt dans le cadre du discours religieux ou mystique ou philosophique à dimension antique, conceptuelle ou de théologie négative. Par exemple, c'est Nicolas de Cus qui l'a beaucoup intéressé. Alors, Nicolas de Cus, c'est ses façons de parler de Dieu comme cercle ou courbe et droite coïncident, coïncidence des objets. Enfin, en fait, c'est des choses irreprésentables, mais justement qui visent à faire percevoir les limites de la faculté humaine de représentation. Et donc de donner à penser Dieu, sans prétendre le circonscrire dans un concept ou dans quelque chose qui est figurable. Montrer qu'on ne peut pas vraiment se figurer Dieu, qu'il excède la capacité de représenter. Alors c'est aussi ce que Emmanuel appelle Sprengmétaphore, métaphorique explosive. On met des éléments ensemble qui en fait ne sont pas compatibles. Et donc ça vise à montrer cette espèce d'excès de quelque chose. Et ça doit, la visée est théorique, mais aussi surtout d'induire une attitude qui est celle que Nicolas de Cus théorise comme la docte-ignorance. C'est une ignorance qui se sait elle-même, qui invite à une humilité par rapport à Dieu. Et par parenthèse, on voit aussi pourquoi Blumenau en est venu à se confronter à Wittgenstein. C'est la question des limites de ce qui peut se dire, le langage conceptuel, et ce qui se montre comme l'élément mystique. Donc, ce thème du Tractatus, ça l'a évidemment intéressé comme la question des limites du langage conceptuel, de ce qui peut se dire peut-être autrement qu'en langage conceptuel. J'en viens, pas être trop long, au dernier massif que je voulais aborder, qui est la rhétorique, ou l'approche anthropologique de la rhétorique, selon ce titre de l'article de Blumenberg de 71, et plus généralement l'horizon anthropologique de cette recherche, qui est également une question dont j'ai vu qu'elle était présente dans ce séminaire, dans l'argumentaire, le titre de ce séminaire, Homo Fabulator. Donc, effectivement, je pense que Blumenberg a aussi en vue une sorte de reformulation de ce que Cassirer avait appelé l'animal symbolique, une autre façon d'aborder l'animal symbolique. Alors l'approche anthropologique de la rhétorique, souvent Blumenberg commence par contraster justement cette approche avec une approche platonicienne, là aussi, même si il faudrait toujours nuancer, parce qu'avec Platon, il y a aussi un usage de la rhétorique. En fait, Blumenberg classe sans doute Platon parmi les grands rhétoriciens de l'anti-rhétorique. Et cette formule sur les rhétoriciens de l'anti-rhétorique, comme Hobbes d'ailleurs. Hobbes fait tout un discours contre la rhétorique, tout en étant lui-même évidemment un grand rhéteur, sans doute en ça. Mais donc l'approche platonicienne ou l'approche métaphysique de la rhétorique, c'est celle qui mesure la rhétorique évidemment à une vérité supérieure à la rhétorique, comme une vérité qui pourrait s'obtenir ou qui peut quand même faire l'objet d'une saisie intellective, supérieure, ou éventuellement une vérité divine, et qui donc quelque chose qui peut se prévaloir contre le type de vérité à quoi la rhétorique pourrait donner accès. Donc il y a l'idée quand même de deux niveaux. Et Blumenberg estime que ça a été absolument déterminant dans l'histoire de la pensée occidentale, et qu'en un sens, il faut réviser cette dévalorisation platonicienne de la rhétorique et de la sophistique. Donc je cite un passage d'un texte de Blumenberg,
projet de la sophistique par Platon, je ne vais pas m'attarder sur sophistique rhétorique, ce serait long, mais a eu pour effet d'exclure la technique de la légitimité spirituelle de la tradition européenne. Donc il y a un lien sophistique, rhétorique, technique. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on s'est aperçu que en fait, le point de départ de ces réflexions de Blumenberg, c'était aussi une réflexion sur la technique. Une réflexion sur la technique, un de ses premiers articles un peu importants, c'est un article sur nature et technique, où on voit que Blumenberg essaye de construire un autre discours sur la technique que le discours extrêmement négatif qui a pu dominer la philosophie allemande du XXe siècle, disons. Alors c'est trop simple de dire que c'est négatif, mais on m'excusera, que ce soit chez Heidegger ou chez Adorno, en gros, il y aurait deux versions d'un discours. Et donc, Blumenberg va plutôt du côté justement, du discours qui s'élaborait du côté de l'anthropologie philosophique et qui parle de l'artificialité naturelle, c'est-à-dire l'idée d'une technicité qui est une condition en fait de survie de l'humanité. La technique comme condition de survie de l'humanité, et que l'humanité est en fait indissociable de la technicité parce que, bon, c'est tout un thème développé, on parlait déjà par Arnold Gehlen notamment, par le fait que l'humanité n'a pas de niche écologique, qu'elle doit s'adapter à toutes sortes de conditions, et pour s'adapter à ces conditions, il lui faut des vêtements, il lui faut des armes, des outils, des choses. Donc les outils, les armes, les vêtements, c'est consubstantiel à l'humanité, c'est déjà de la technique, en fait, c'est déjà de la technique. Donc précisément cette espèce d'écart, cette espèce de plasticité de l'humanité en termes d'adaptation à l'environnement est liée à la technique, et donc c'est impossible de retrancher la technique de l'humanité, en fait. Donc l'artificialité est naturelle, et ça invite à repenser, alors ça invite à repenser la technique, mais ça aussi invite à repenser en un sens pour lui la rhétorique aussi, et à relire peut-être l'histoire de la tradition philosophique, en déconstruisant un peu, en mettant à distance une sorte de hiérarchie qui fait qu'au fond il y aurait quelque chose une sorte de connaissance pure, une promesse d'évidence, où aussi la philosophie pourrait transcender son propre statut langagier. Enfin, la philosophie échapperait à son statut langagier. Et c'est ce que Blumenberg appelle dans cet article une promesse d'évidence, Evidenzverheißung, chez Platon notamment, et aussi la promesse de lier à cette saisie d'une évidence supérieure une forme d'action, éventuellement une forme de politique supérieure. C'est l'idée de tout ça, c'est-à-dire il y a une évidence supérieure, la saisie du bien, là, etc., d'où doit découler une politique enfin fondée, vraiment fondée, et qui permettrait de se passer de la rhétorique et de tous ces conflits rhétoriques, de tous ces artifices, de tout ce désordre des discours en lutte les uns contre les autres, et au fond un peu à l'horizon de se passer de la démocratie aussi. Puisque donc l'horizon, quand même pour Blumenberg, c'est aussi une certaine habilitation, sans doute. Alors, il ne parle pas énormément de la démocratie, à dire, mais il y a un sous-texte qui est une critique de cette promesse d'évidence, et aussi une critique des discours politiques qui prétendent fonder justement la praxis sur une connaissance du bien. Et aussi des discours politiques qui présentent fonder politique sur une théologie politique. Donc il y a toute une critique ici, il faut revenir sur le rapport à Carl Schmitt, où on a du coup, dit-il, ce qui découle de la théologie politique, ce sont des dualismes. Ce sont des dualismes absolus. Et là, on retrouve la méfiance envers l'absolu de Blumenberg, la méfiance envers l'absolutisme de la vérité, mais aussi la défiance envers l'absolutisme de l'hostilité, hostilité ami-ennemi, qui est parce que s'il y a la théologie qui est dans la politique, bon, ben, on a affaire à des décisions absolues, à des ennemis absolus, alors que si on a une conception rhétorique de la politique, celle qui défend, conception rhétorique, bon, on admet que ben, voilà, tout le monde doit se débrouiller un peu avec des instruments langagiers, des choses, mais il n'y a pas de décision absolue, il n'y a pas non plus d'ennemi absolu, au fond, puisque voilà, tout le monde doit discuter, en fait. Donc c'est aussi le primat, évidemment, de la délibération sur la décision, du parlementarisme, tout ça c'est très anti-schmittien, c'est le parlementarisme contre le décisionnisme.
Et il y a une pointe, en fait, pour situer quand même complètement Blumenberg politiquement, c'est aussi une pointe contre le marxisme, au moins une version du marxisme qu'il tient pour une forme de théologie politique. On le voit dans le texte qui s'appelle Politische Theologie 3, troisième théologie politique, qui est publié dans la correspondance avec Carl Schmitt, un texte où Blumenberg inclut, c'est plutôt le marxisme-lénisme, le marxisme avec la ligne qui détermine l'interprétation juste de l'histoire, qui est pour lui quand même une forme de théologie politique, en ce sens que voilà, on aura un dualisme absolu entre ceux qui détiennent la vérité et ceux qui ne l'ont pas, etc. Et donc, lui, il défend plutôt une forme plus dialogique et plus rhétorique de la politique. Alors, c'est ce qui fait qu'il réhabilite, ou qu'il habilite, c'est quelque chose qui apparaît chez d'autres auteurs, mais ce qu'il appelle le principe de raison insuffisante dans le domaine de la praxis. Ce qui doit dominer, c'est une conscience du fait qu'il n'y a pas de raison suffisante dans l'action. L'action, en fait, il y a toujours tellement de paramètres et tout ça qu'il y a une part qui n'est pas saturable rationnellement. Donc c'est le principe de raison insuffisante. Mais qui est une forme de rationalité, c'est-à-dire c'est pas irrationnel, il y a du plus ou moins, il y a des choses plus ou moins rationnelles, mais il y a une opacité quand même partielle des affaires publiques, des affaires humaines. C'est assez aristotélicien, ça évidemment d'ailleurs, si on veut, mais ce qu'il y a de plus par rapport à Aristote, disons, c'est l'idée qu'il n'y a pas, que même la science, en fait, la science dépend quand même aussi de procédures rhétoriques. Il n'y a pas chez Aristote, il y a quand même la connaissance des réalités supralunaires, etc. Donc il y a quand même encore deux niveaux. Alors que Blumenberg, qui s'intéresse par exemple au livre de Kuhn sur la structure de la révolution scientifique, dont il a fait d'ailleurs en sorte qu'il soit traduit dans une collection qu'il dirigeait chez Urkamp, qui co-dirigeait d'ailleurs avec Habermas et avec Taubes. C'était très compliqué, la co-direction, mais ils avaient fait traduire la structure de la révolution scientifique, qui a cette idée d'une science comme paradigme déterminée par certaines des procédures, des rhétoriques qui définissent un champ académique, qui définissent un champ scientifique, etc. Donc il n'y a pas un niveau de la science qui serait essentiellement surélevé par rapport à la discussion humaine dans ses limites. Alors on peut se demander, j'en finis du coup avec ça, si ce concept de rhétorique, pour revenir à un sujet dont on parlait, est adapté, ne nous laisse pas désarmer aujourd'hui face à un état de la politique où on parle beaucoup, à juste titre, des manipulations de l'espace public, de l'absence croissante de référence à des choses vraies, à des faits, dans tout ce thème un peu de la post-vérité, des fake news, etc. Alors je me demandais, Blumenberg, avec son concept rhétorique de la politique, peut-être qu'il ne nous aide pas tellement dans ce cadre. Et en fait, je pense que c'est pas tout à fait vrai pour deux raisons. La première, c'est que Blumenberg ne dit pas du tout qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas de réalité. Puisqu'on a vu par exemple ce concept de réalité comme résistance au souhait, au désir. Il y a des choses qui, on se heurte à la réalité. Donc pour lui, il y a ce qu'il appelle du factum brutum, du fait brut, qui nous résiste. Et donc, bien sûr, aussi le discours scientifique n'est pas du tout bâti sur des pures affabulations. Là, on va discuter, voilà, mais il faut rendre compte de faits, de choses. Et c'est intéressant parce qu'il le dit aussi dans un chapitre de Arbeit am Mythos qu'il a en fait retranché, qu'il n'a pas publié dans Arbeit am Mythos, mais qui a été publié à titre posthume et dont on a publié la traduction aussi au Seuil, qui s'appelle Préfiguration. Alors Préfiguration, c'est un chapitre intéressant. Pourquoi a-t-il retiré? Parce qu'il était surtout question de Hitler. Et à un moment, Blumenberg a dit qu'il n'en pouvait plus de Hitler. Mais dans la réception du livre Arbeit am Mythos, pas mal de gens disaient, mais il y a un problème. En Allemagne, dans la réception allemande, on disait, Blumenberg ne parle pas de l'usage complètement dévoyé qui a été fait du mythe en Allemagne, le mythe du XXe siècle, Rosenberg, etc., le mythe germain, etc. Et donc, il n'avait pas traité cette dimension de dévoiement politique du mythe nazi, le mythe nazi. Et effectivement, il n'avait pas fait, mais il l'avait fait, mais il avait retiré un chapitre
alors c'est assez indirect, mais Blumenberg s'intéresse au fait que justement dans l'ordre politico-historique, des décisions sont prises, et notamment des dirigeants prennent des décisions en fonction de parallèles historiques et de précédents historiques, de préfigurations historiques. Pas seulement Hitler. Par exemple, il s'intéresse pas mal à Napoléon. Napoléon, je ne sais pas si dans quelle mesure c'est vrai, les historiens nous disent Napoléon qui part en Égypte, c'est totalement, comme les empereurs, c'est la gloire vers l'Orient, par l'Orient. Il faut la gloire par l'Orient, Alexandre, César, il faut aller en Orient, c'est là qu'on aura la gloire. Donc il estime que quelque chose qui est vraiment la décision de la campagne d'Égypte, c'est en grande part cette sorte de répétition de précédent qui est censé donner un lustre, un éclat. Et Hitler sature effectivement ses interlocuteurs de répétition historique. Alors parfois dans un sens, parfois dans l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas répéter ce qui a été fait. Alors au moment par exemple de la campagne de Russie d'Hitler, c'est très compliqué parce que Napoléon, là, ça va tourner. Et donc il y a des signes qui terrifient Hitler par exemple à certains moments. C'est amusant, le texte est assez amusant sur... Et puis, donc, pourquoi j'en parle ici, c'est parce qu'il y a des notations de Blumenberg où il dit que il revient beaucoup là-dessus dans différents livres, dans les Donzeit und Weltzeit, sur les livres sur le temps, notamment, mais aussi dans Préfiguration. C'est Hitler dans son bunker, et aussi dans le livre sur la caverne. Vous savez, il y a un livre de Blumenberg sur les sorties de caverne. Donc, Hitler dans son bunker, c'est une sorte d'image terminale de la caverne. Hitler dans son bunker qui donne des ordres à des armées qui n'existent plus. Pour lui, c'est une espèce alors là, c'est ce qu'il appelle le délire politique, et c'est le décrochage complètement. Et donc, dans Préfiguration, c'est ce qu'il appelle Gegenwelt zum Realisme, c'est-à-dire un contre-monde au réalisme. C'est-à-dire c'est un moment où le personnage politique s'est construit un monde alternatif, un monde alternatif. Et les informations qu'essayent de lui rapporter les généraux et ça ne sont même plus audibles parce qu'elles sont prises dans une espèce de monde qui est conforme au souhait. On revient au problème du rapport à la réalité. Il y a un monde conforme au souhait et où on a décroché des informations contradictoires, des choses qui viennent contredire les souhaits. Donc cette formule du contre-monde au réalisme, je trouve qu'elle est intéressante et elle montre que Blumenberg, c'est pas une apologie justement de la fabulation en tant qu'elle pourrait se passer complètement de tenir compte des réalités et des faits. Mais voilà. Et donc ça, c'était le dernier point que je voulais évoquer, c'est donc cette question, donc à la fois de refuser la rhétorique de l'anti-rhétorique, et notamment ce qu'il peut y avoir de violent dans le fait de dire, parce qu'il y a aussi, c'est toujours un peu entre deux feux, c'est-à-dire, il y a la réelle politique, il y a l'idée qu'on peut invoquer le réel pour mettre fin au discours. Et ça, Blumenberg n'aime pas, évidemment. C'est la version, justement, de l'anti-rhétorique. Et il cite ce mot, c'est latin, res non verba. Il faut comprendre. La chose, pas le discours. Et ça, en fait, il n'y croit pas non plus. Il n'y a pas d'accès direct à la chose, au sens, voilà, on pourrait opposer la réalité. Et souvent, il dit que c'est une forme de brutalité qui se cache derrière. C'est arrêtez avec vos discours, arrêtez avec vos discussions. Arrêtez avec vos discussions, on décide, et la réalité, ce sont les rapports de force. Dans ce cas-là, ce qu'on désigne par réalité, dans ce cas-là, c'est la force. En fait, on parle de réalité, mais on entend force, et quand on l'oppose au discours. Alors qu'il ne s'agit pas d'opposer la réalité au discours, il s'agit d'interroger leur rapport et l'élaboration, et pas de mettre fin au bavardage, entre guillemets, au nom de la décision ou au nom de la réalité. Ça, et par ailleurs, vous voyez comment ça s'inscrit effectivement dans une anthropologie qui s'intéresse à toutes les modalités indirectes, de toutes les façons, tous les détours, ce thème de Lumweg, du détour, comme modalité par excellence, sorte du rapport humain à la réalité. C'est une phrase fameuse de ce texte sur la rhétorique, sur laquelle le rapport humain à la
essentiellement métaphorique. C'est essentiellement, il faut passer par un détour pour accéder à la réalité. Et donc, il fait une place centrale à ces diverses opérations d'élaboration, de déplacement, de projection et de métaphore. Voilà, c'était un petit peu, on essaie de concentrer ces réflexions de Gutenberg avec les thématiques du séminaire, plus ou moins. Merci beaucoup.